Voilà. Alors, donc, voilà ce qu'on avait fait. On s'était arrêté donc à l'exercice 3. Alors, je ne sais pas si je vous ai eu, vous, ça devait être la semaine dernière, il me semble. Alors, on avait étudié une petite alimentation de laboratoire, donc une alim de laboratoire qui, on vous dit, fournit une tension à vide de 5 volts et présente une résistance interne de 50 ohms. Alors là, on n'est plus sur une batterie chimique, on est sur une alimentation, donc c'est-à-dire un appareil qui se branche sur le secteur et qui est capable de fournir ensuite une tension qui est continue sous une certaine résistance. La tension généralement est variable et réglable. Ce que vous avez, ce qui constitue l'appareil, ce sont des composants électroniques. Donc, c'est plus deux électrolytes avec deux électrodes. On souhaite connaître d'abord la puissance que fournit l'alimentation vers l'extérieur. Donc, ce que j'ai représenté en pointillé, c'est l'extérieur. Donc P, c'est vaut la tension entre A et B multiplié par le courant qui est débité vers l'extérieur. Donc lorsque, si on a branché quelque chose, on a vu qu'on arrive à P égale UI. U c'était ETH moins RTHI. Donc on arrive à P égale 5I moins 50I carré. On a représenté cette caractéristique. C'est une parabole qui passe par l'origine, qui passe par un sommet et donc qui revient ensuite à zéro. On vous demandait le maximum de puissance que peut fournir l'alimentation. Alors pour ça, soit vous faites avec la formule que vous avez vue en maths quand vous avez un polynôme du second degré, x égale moins b sur 2a, et vous calculez le f de x. Donc on peut faire ça, on trouverait que comme ça en faisant moins b sur 2a que I est égal à 50 mA, et on reporte le 50 mA dans l'expression de la puissance P, on trouve P égale 125 mW. Alors, si on ne se rappelle plus, on fait avec la dérivée, on dérive, on regarde la formule, on a un extrémum, l'extrémum ici c'est un maximum. Voilà, l'extrémum se produit donc pour 50 mA, et ensuite on calcule P max. La question 4, on vous demande résistance placée entre A et B pour obtenir ce point de fonctionnement, c'est-à-dire le max. I0 égale 50 mA. Donc pour ça, on résout une petite équation avec comme inconnu RC, on fait une loi d'émail. Donc en faisant une loi d'émail, on a ETH moins RTHI0 égale à moins RC égale à RCI0, donc moins RCI0 égale à 0. Le I0 c'est 50 mA, donc l'inconnu c'est RC. RC vaut donc ETH moins RTHI0 divisé par I0. On fait l'application numérique et on trouve que RC vaut 50 ohms. Donc en conclusion, si vous voulez, lorsque RC égale à RTH, alors on dit lorsque la résistance de charge est égale à la résistance de sortie de l'appareil, on a le maximum de puissance qui est absorbé par la résistance de charge. Donc le P égale P max va s'obtenir lorsque RC est égal à RTH. RTH qui est aussi la résistance de sortie de l'appareil. Voilà, donc pour 50 ohms, on a le max. Et pour le max de puissance, vous voyez, on peut calculer U. Soit on fait RCI 0, ou soit on fait un point diviseur. En faisant un point diviseur, U égale RC sur RC plus RTH fois ETH. Donc, comme RC égale RTH, le rapport, RC sur RC plus RTH, c'est 1,5. Donc, 1,5 fois 5, ça fait 2,5 volts. Voilà. Et on vous demandait donc le point de fonctionnement où la puissance est maximale, c'est U égale 2,5 volts et I0 égale 50 mA. On a trouvé ensuite un rendement pour l'alimentation, pour ce point de fonctionnement, de 1,5, c'est-à-dire que le rapport entre la puissance utile qui est fournie à RC et la puissance totale qu'absorbe l'alimentation du secteur, ça fait 1,5, 0,5. Voilà. Alors, les questions suivantes ensuite. Alors, on vous demandait, on n'avait pas terminé, donc on vous demandait cette petite alimentation est limitée en puissance. Donc, dedans, vous avez de l'électronique qui permet de limiter la puissance fournie à 100 mW. Au maximum, au lieu de l'air à 125, on souhaite limiter à 100 mW de manière à ne pas trop contraindre les composants qui constituent l'électronique, qui constituent l'alimentation. On va en quelque sorte la protéger.
On vous demande de représenter à nouveau le P de I en limitant la puissance à 100 milliwatts. Et ensuite, on vous demande de tracer la caractéristique U fonction de I de ce générateur en tenant compte de la limitation à 100 milliwatts de la puissance. Voilà, donc on va faire les questions 5 et 6. D'abord, la caractéristique P de I avec P max égale à 100 milli cette fois-ci, donc la limitation. Et puis ensuite, que devient la caractéristique U fonction de I si la puissance est limitée à 100 milli. Voilà, alors je vous ai tracé ça ici. Voilà. Alors, pour la première question, vous voyez donc simplement ce qui se passe si vous avez une limitation au niveau de la caractéristique. Vous allez avoir un plat à 100 milli. Donc, vous allez avoir la parabole et puis un plat à 100 milliwatts. On ne peut pas aller au-delà de 100 milli. Donc, tout ce qui était supérieur, hein, qui va vers le sommet, ça ne peut pas être atteint. Hein. Donc, d'abord, vous allez avoir croissance de la puissance, donc jusqu'au premier point en vert, qui correspond à un courant I1. Et ensuite, à partir de I1 et la puissance repasse en dessous de 100 milli. Vous voyez que la puissance, elle est bloquée à 100 milliwatts. On n'ira pas plus loin. Voilà. Et donc, la décroissance va s'amorcer à partir de I2. Vous voyez, donc courant I2 qu'on va déterminer tout à l'heure. Alors, ici, ce courant-là, c'est le courant de court-circuit. Ouais, puisque vous avez une certaine valeur de courant, et pour cette valeur-là, vous avez P qui est égal à 0. Donc, ça signifie que U, comme I est différent de 0, donc ça, c'est le courant de court-circuit. Et le courant de court-circuit, pour des raisons de symétrie de la parabole, il vaut le 100 milli, puisque I0, le maximum, il est obtenu pour 50 mA. Donc là, j'ai un ICC, alors que j'aurais pu obtenir d'ailleurs en faisant ETH divisé par RTH, hein, c'est le IN, c'est le ICC, le courant de court-circuit. Là, donc 100 mA. Le I0 pour 50 mA, et on ne connaît pas par contre I1 et I2. Donc I1 et I2, c'est les courants à partir desquels, c'est les courants entre lesquels on aurait une consommation de puissance supérieure à 100 milli. Donc c'est entre I1 et I2 qu'on va avoir la limitation. Donc pour tous les courants qui appartiennent à l'intervalle I1 et I2, la puissance sera exactement égale à 100 milliwatts, puisqu'elle est limitée à 100 milli. Voilà. Alors, la question suivante, c'est le tracé de U fonction de I en tenant compte de la limitation. Alors, je vous fais ça à côté. Voilà, donc c'est la question 6. Alors, s'il n'y a pas la limitation, on a une droite, hein, puisque je vous rappelle que U, la tension disponible entre A et B, elle va aller donc ETH moins RTHI, donc 5 moins 50I. Donc ça, c'est ce qu'on a sans limitation. Hein. Voilà. Alors, ça donne, ça c'est l'équation d'une droite. Donc si je trace, j'obtiens ça. Une droite qui a un coefficient directeur de moins 50. A, U, fonction de I. Bien sûr, ces points ne peuvent pas être atteints. Hein. Le courant, a priori, une tension négative, on ne l'aura pas. Hein, puisque, voilà, donc ça, on peut l'enlever. Et puis, ce qu'on a ici, un courant négatif non plus. Voilà, donc, voilà, U, fonction de I, l'origine. Et puis, ici, la tension à vide, le U0 qui est rien d'autre que le ETH. 5 volts, et puis ce courant-là, le courant de court-circuit, donc le ICC, ça c'est les 100 mA. Voilà, donc ça c'est sans limitation. Vous voyez, si j'ai cette caractéristique-là, lorsqu'il n'y a pas de limitation en puissance, on obtient une simple droite de coefficient directeur, d'ailleurs moins 50. Hein, voilà, donc là, on est
sans limitation de puissance. Alors, avec limitation, qu'est-ce qui va changer? Lorsqu'on limite la puissance à 100 milli, ce qui va changer, c'est les valeurs qui sont comprises du courant, comprises entre I1 et I2. Vous voyez, entre I1 et I2. Alors, on est sûr qu'entre 0 et I1, la puissance reste inférieure à 100 milli, on le voit sur la courbe. Ensuite, entre I2 et ICC, elle est également la puissance inférieure à 100 milli. C'est par contre entre I1 et I2 que la puissance devient supérieure, si on ne limite pas, elle devient supérieure à 100 milli. Donc, vous voyez, finalement, qu'est-ce qui va se passer lorsque petit i appartient au segment I1, I2, la puissance P va être égale. Alors P sera égal à 100 milliwatts. Vous voyez, on va limiter à 100 milli. Donc dans cet intervalle, j'ai U fois I qui est égal à 0,1. Alors, si je fais ça avec, je regarde ça au niveau des extrémités, pour I1 et pour I2, j'ai encore, pour I1 et I2, j'ai encore U qui vaut 5 moins 50 I, hein, puisque, vous voyez, si je me place sur les points I1 et I2, voilà, j'ai pas encore la caractéristique, enfin en tout cas j'ai les deux équations possibles, c'est-à-dire que j'ai U fois I qui est égal à 0,1 et j'ai aussi U qui vaut 5 moins 50 I. Hein, vous voyez, donc ça, j'ai ça pour I, et pour I1 et pour I2. Donc, en combinant ces deux équations, on va pouvoir trouver I1 et I2. Ah, vous voyez, si je combine ces deux équations, je vais avoir les valeurs limites, les valeurs où j'ai juste P qui est égal à 100 milli, où on est juste, si vous voulez, au début de la limitation ou à la fin de la limitation. Alors, je fais mon calcul, vous voyez, j'ai 5, du coup, je remplace U par 5 moins 50 I, égale à 0,1, ça me donne une équation du second degré, 50 I carré, plus 5i moins 0,1 égale 0. Et ça me donne les deux valeurs de i. Vous voyez? Donc i1, alors si on fait le calcul, là, je l'ai fait tout à l'heure, donc sur le second degré, on a i1 qui est égal à 28 milli. Et I2 égale à 72 milliampères. Voilà. Alors, vous voyez, donc ça c'est pour I1 et pour I2. Donc si on est entre, lorsque I appartient à I1, I2, on n'aura plus, le U va plus être égal à 5 moins 50 I, mais on va voir la relation suivante, c'est-à-dire qu'on va avoir U fois I égale à 0,1 et donc U égale à 0,1 divisé par I. Vous voyez, on a un bout d'hyperbole ici, on n'a plus une droite. Vous voyez, on a, ça c'est l'équation d'une hyperbole, vous voyez, c'est la forme f de x égale à 1 sur x. Vous vous souvenez la forme un petit peu de 1 sur x, on appelle ça une hyperbole. Voilà, donc ça. Donc, vous voyez, entre I1 et I2, on va avoir une caractéristique qui sera un bout d'hyperbole. Voilà. Donc, entre 0 et I1, la caractéristique est linéaire, donc ça suit la droite. Entre I1 et I2, on a ce qu'on appelle une hyperbole, une conique qu'on appelle une hyperbole. Et ensuite, au-delà de I2, entre I2 et ICC, on revient sur une caractéristique qui est linéaire. Voilà, donc je vais placer ces quelques points. Et donc là, au milieu, je vais avoir I0. Ici, j'aurai
I1 et ensuite le I2 qui va être par là. Voilà, donc le I0 c'est le maximum si la lime fonctionne sans limitation. Donc là, ça c'est les 50 milli. Voilà, le I1 c'est 28 milliampères et puis I2 c'est 72 milliampères. Voilà, donc ça me donne mes 3 points. Alors, voilà, c'est 3 points. Là, alors, donc, on va tracer les ordonnées correspondantes. Là, donc là, je suis sur le maximum. Voilà, donc là où ça va changer, vous voyez, la courbe va changer. C'est ici, c'est entre ces 2 points, vous voyez, où ça va changer. Parce qu'on a le produit P fois I qui est constant, égal à 0,1. On n'a plus la parabole lorsqu'on fait P fonction de I. Donc là, ça va changer, on n'aura plus quelque chose de linéaire. Alors là, le I0, si vous voyez, donc si on n'a pas de limitation, on a 2,5 volts. On l'a vu précédemment ici. Ici, on a 2,5. Si on est sur la caractéristique sans limitation, on a 2,5, ce point-là. Alors, par contre, les valeurs alors, qui correspondent, vous voyez, pour I1, je vais avoir un U1 qui est égal à 0,1 sur I1. Donc 0,1 sur 28, 10, moins 3. Ça me fait, alors je crois que ça fait 3,6 ou 7. Je vais refaire le calcul. Donc je regarde la valeur de I1 pour I1 égale 28 milli. Donc, je calcule, ça me fait 0,1, 100 divisé par 28 du coup. Donc là c'est 3,6, on a 3,6 volts. Et le U2 qui correspond à I2, 0,1 sur 72 milli. Donc ça fait 100 divisé par 72, 1,4 volts ici. Voilà. Alors, ce qu'on peut calculer maintenant, c'est le U0 qui correspond, vous voyez la nouvelle valeur de U0 qui correspond à 50 milli, donc le U0, en faisant 0,1 divisé par 50, 10 moins 3. On voit que ça fait 2 volts, ça fait 100 divisé par 50, ça fait 2 volts. Vous voyez, ça c'est la nouvelle valeur, c'est la valeur que ça va prendre réellement. C'est-à-dire que si y a la limitation, la tension ne vaudra pas 2,5 puisque la puissance ne peut pas valoir 125 milliwatts. Alors, vous voyez, on va tracer donc ces nouveaux points, on va placer ces nouveaux points. Donc, celui-ci, vous voyez, donc vous l'avez, ça c'est les 3,6 et ici le 1,4. Voilà. Et par contre, la nouvelle valeur de la tension pour I0, je vais la voir par là. Là, je vais voir ici,
près de volts. Donc ma courbe, elle va passer par ce point-là. Ici, là j'ai 2 volts pour I0. Et donc j'ai une courbe, vous voyez, si je vais avoir un bout d'hyperbole. C'est-à-dire que je vais avoir ma courbe qui va faire ça. Et vous voyez, ça a donné ça. Et plus j'ai plus de linéarité, ça c'est à cause. Vous voyez, donc ça part, toute cette partie-là disparaît. Voilà, c'est la partie linéaire entre I1 et I2. Et ça devient un bout d'hyperbole. Donc là, la partie où ça se creuse ici, c'est la partie où il y a l'imitation. Ici, j'ai ça correspond à la limitation. Vous voyez. Monsieur, j'ai une question. Oui. J'ai pas compris. C'est quoi le point équivalent à 2 volts? Le point rouge. 2 volts, c'est quand il y a la limitation. Vous voyez, s'il n'y a pas de limitation, vous avez, lorsque I0 vaut 50 milli, vous avez la tension qui vaut 2,5 si on reste sur la caractéristique linéaire. Et vous voyez tout ce que j'ai mis en pointillé sur la caractéristique. Donc, vous voyez, ça va être remplacé par l'espèce de creux, donc l'hyperbole. Ça correspond au point de fonctionnement où la puissance serait supérieure à 100 milliwatts. Vous voyez, donc si j'ai pas la limitation, ça va suivre les pointillés, c'est-à-dire qu'on est supérieur à 100 milliwatts. Et vous voyez, dans ce cas, le I0 est en plein dans cette zone-là. C'est pour le I0 qu'on a le maximum. Donc, il n'y a pas la limitation pour I égale I0 égale 50 milli. J'ai une puissance consommée de 125 milliwatts avec une tension de 2,5 volts. Donc ce point-là, 2,5 et 50 milli, ça correspond au point de fonctionnement où la puissance est maximale quand il n'y a pas de limitation de puissance. Si on limite la puissance à 0,1, ça veut dire que j'ai forcément le U fois I0 qui est égal à 0,1 watt à 100 milli, ça ne peut pas aller au-delà. Donc ça va buter sur les 100 milli et ça vous donne un U0 qui vaut 2 volts. Ici, j'ai le point que j'ai tracé en violet, là, 2 volts et 50 milli, ça correspond finalement à un point où la limitation en puissance est de 0,1 watt. Vous voyez, on est en plein dans la zone où la puissance est limitée, parce qu'elle serait normalement supérieure à 100 milliwatts. Du coup, pour chaque point de l'hyperbole, la puissance maximale, c'est 125? Non, 100, c'est 100. C'est limité à 100. Vous voyez, c'est la limitation. Non, alors pour les points que vous avez regardé. On prend I0 avec la tension la plus forte, du coup, ça fera la même puissance que I1. Voilà, c'est-à-dire que partout où vous allez être sur le bout d'hyperbole, vous allez avoir 100 milliwatts. C'est-à-dire que le produit U fois I va être égal à 100 milliwatts. C'est-à-dire qu'à partir du point vert jusqu'au deuxième point vert, tous les points que vous avez sur la courbe ici, ils vont correspondre à un point de fonctionnement qui donne une puissance qui est pile égale à 100 milliwatts. Ok. D'accord? Voilà. Voilà, donc ça correspond à ça correspond au plat. Vous voyez, ça signifie que le produit U fois I, c'est non linéaire parce que le produit U fois I, on le voit ici sur la courbe, c'est le plat que j'ai en vert. Le produit U fois I est égal à 0,1. Vous voyez, sur cette zone-là, on a U multiplié par I égale à 0,1. Et donc U égale à 0,1 divisé par I. Donc un bout de caractéristique qui est non linéaire. Voilà, donc ça creuse un petit peu. Ouais, c'est intéressant. Vous voyez, effectivement, c'est plutôt un petit problème de maths, quoi, hein, si vous voulez. On a le produit qui reste U fois I des deux variables qui reste constant, et donc ça se traduit lorsque j'essaie de tracer U fonction de I par une non-linéarité. Vous voyez, c'est ce petit creux dans la caractéristique qui a un bout d'hyperbole. Voilà, alors la dernière chose qu'on vous demande de faire, on fait une limitation en courant. On veut ne pas aller jusqu'au court-circuit, toujours pareil pour protéger les composants qu'il y a dans l'alimentation. Alors ce n'est pas 0,85, vous doutez bien, parce que 0,85, ce n'est même pas un point qu'on a sur la caractéristique, hein, c'est 0,085, il y avait une petite erreur. On vous demande de représenter la caractéristique de ce générateur en tenant compte de cette nouvelle limitation en courant, la caractéristique U fonction de I avec la limitation en courant.
Mais ça veut dire que si vous court-circuitez les deux bornes du générateur, au lieu d'aller jusqu'à 100 milli, 100 milliampères, ça va buter à 85 milli. Ça veut dire que dedans, il y aura des composants électroniques qui vont limiter le courant à 85 milli de manière à ne pas endommager l'alimentation. Alors vous voyez là, il suffit de tracer un trait vertical sur la caractéristique à 85. Donc là, je vais un petit peu monter, vous voyez, je vais avoir ça. Si du coup j'ai tout ce bout-là de caractéristiques qui va disparaître, puisqu'on ne peut pas aller jusqu'au court-circuit. Voilà, donc là, on va s'arrêter ici. Hein, vous voyez, donc le dernier point qui peut être atteint, c'est celui-ci. Voilà, et là, j'ai un courant ici de... Oui, alors la tension, elle passe à 0, puisque c'est quand même un court-circuit. Hein, et là, j'ai un courant de 85 milli. Voilà. On a limité ainsi le courant de court-circuit à 85 mA. C'est-à-dire que toute cette partie-là, elle ne pourra pas être atteinte. Avec tout ce que vous avez là. On ne peut pas y aller. Tout ça, si vous voulez, vous pouvez l'assurer pour dire que ça ne peut pas être atteint. Ça s'arrête ici à 85 milli. Voilà votre caractéristique. Donc avec la limitation, le petit creux, à la base, c'est une caractéristique linéaire, s'il n'y a aucune limitation. Vous avez le creux qui correspond à la limite à 0,1, c'est-à-dire que tous les points qui sont dans le creux, dans le bout d'hyperbole, le produit U fois I sera égal à 0,1. Donc on n'a plus, bien sûr, U égale à 5 moins 50 I. Ensuite, à partir du deuxième point vert, voilà, ça redevient linéaire et puis ça bute à 85 milli, c'est-à-dire arrivé à 85 milli, le courant il peut pas aller au-delà. On fait un court-circuit, le courant qui va circuler c'est 85 milli et on n'ira pas, on n'atteindra pas les 100 milliampères. Voilà, je vous laisse noter si vous le souhaitez. Je vais vous mettre tout ça un petit peu en plus grand. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc tout ça. Tous ces points-là, en fait, on a P égale UI égale 0,1 watts pour ces trois points. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, hein, je vous laisse 2-3 minutes pour pouvoir noter. Ensuite, on commence au chapitre 5. Juste, monsieur, on a trouvé comment le 85 mA? Alors ça vous est donné dans l'énoncé. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que voilà, c'était en fait, il y avait écrit 0,85, là il y avait une erreur, c'est 0,085. C'est-à-dire qu'on veut limiter l'alimentation contre les courts-circuits, on ne veut pas l'amener jusqu'au courant de court-circuit pour protéger les composants électroniques qui forment l'alimentation. Et donc dedans, vous avez encore des circuits électroniques qui sont là pour bloquer le courant une fois que le courant atteint 85 mA. On ne peut pas aller plus loin, on fait un court-circuit si vous voulez. Le courant sera égal à 85 milli au lieu des 100 milli possibles avec ce type d'alimentation. Tout ça permet de ne pas abîmer l'alimentation, c'est-à-dire de la protéger. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté en TP, mais si vous prenez les alimes que vous avez en TP, vous allez voir que si vous faites un court-circuit, si vous mettez un fil, hein, ça peut paraître bizarre, mais on peut mettre un fil entre la borne rouge et la borne noire, on risque absolument rien. C'est-à-dire que l'alimentation, elle est auto-limitée. Vous allez voir que vous avez, je pense que sur les alimes que vous avez en TP, vous allez avoir un courant par contre de 2,5 ampères, elles peuvent débiter des courants beaucoup plus importants. Et donc vous allez voir que ça va buter à 2,5 ampères, ça ira pas au-delà. Donc la lime, elle risque absolument rien, vous pouvez tout à fait le faire. Et aussi bizarre que ça paraisse, hein, c'est-à-dire que si vous faites ça sur une batterie électrochimique, voilà, vous risquez vraiment de l'endommager. Par contre, sur une alimentation qui est protégée, ça risque absolument rien. Voilà, si vous n'y voyez pas d'objection, je passe à la suite.
Alors la suite, c'est le chapitre 5. Il va nous manquer 2 chapitres. Je pense que vous devez avoir avec. Il va vous rester 3 séances de plus. Et dans ces 3 séances, il y a 2 chapitres à terminer. Donc le chapitre qui vient sur les réductions des circuits, simplification des circuits, et puis un chapitre sur les régimes transitoires, le chapitre 6. Voilà, donc s'il n'y a pas d'objection, je passe au cours. Voilà, alors c'est le cours du chapitre 5. Alors vous voyez, il y a un petit exemple ici dans ce chapitre. Alors on va voir comment simplifier les circuits, comment arriver rapidement à résoudre un problème avec des circuits linéaires en continu, c'est-à-dire arriver rapidement au calcul d'une tension ou d'un courant par des réductions, vous voyez, ou en utilisant des théorèmes généraux d'électricité qui sont bien appropriés à la forme du circuit. Alors, très souvent, on a affaire à des circuits qui sont compliqués. Donc, un exemple ici de circuits compliqués qu'on traitera en TD. C'était un bout de partiel à une époque où il y avait encore des partiels de l'EPF. Alors, c'est la charge d'une batterie, soit par des panneaux solaires, soit par un chargeur. Donc, à gauche, vous avez 4 panneaux solaires. Et à droite, vous avez un chargeur de batterie, une alimentation, si vous voulez, ce qu'on vient d'étudier dans l'exercice 3 à l'instant. Donc, s'il y a du soleil, la batterie se recharge avec les panneaux solaires. S'il n'y a pas de soleil, elle va se recharger avec le chargeur. Voilà, vous avez une diode entre les panneaux solaires et la batterie pour pas qu'il y ait de retour de courant de la batterie vers les panneaux solaires. Ça pourrait endommager les panneaux solaires. Donc, voilà, on protège les panneaux avec la diode. Voilà, chaque panneau solaire est équivalent. Alors, voilà, on prend bien sûr des équivalences sous forme de circuits linéaires aux différents éléments du circuit. Il y a des non-linéarités, bien sûr, dont on ne tient pas compte. Donc, le panneau solaire, donc, on peut le représenter facilement par ce modèle de Norton. Donc, IP en parallèle avec RP. C'est d'ailleurs le modèle qui est le plus approprié parce que c'est plutôt un bon générateur de courant, un mauvais générateur de tension, un panneau solaire. Ensuite, la batterie, elle peut être représentée par ce modèle de Thévenin, le chargeur également par ce modèle de Thévenin, VCH, RCH, la batterie VBAT et RBAT, et puis la diode, on a vu qu'une diode, on a également la possibilité d'utiliser le modèle linéaire, le troisième modèle qu'on avait vu dans, je ne sais plus, je crois que c'était le chapitre 2 ou 3, je ne sais plus trop. Voilà, VD en série avec RD pour la diode. Voilà, donc finalement, on se retrouve avec 14 composants, 7 sources et puis 7 résistances. Donc ça peut être rapidement assez compliqué si on vous demande de trouver, par exemple, le courant quelque part. Voilà. Alors là, la meilleure idée, dans ce cas-là, c'est pas forcément de faire avec des lois des mailles et lois des nœuds. Pourquoi? Parce que vous allez avoir énormément de mailles, beaucoup de nœuds, beaucoup de courants. Donc on risque de se retrouver avec des systèmes avec beaucoup d'équations et beaucoup d'inconnus. Donc autant que possible, on évite, bien que ce soit la base, si vous voulez, on évite de faire des calculs avec les lois des mailles et les lois des nœuds. On va essayer toujours de trouver une méthode dérivée de théorèmes généraux d'électricité qui permet finalement de s'adapter au mieux à la configuration du circuit. Voilà, c'est ce qu'on va voir dans ce chapitre. Voilà, donc cet exo-là, je le traiterai en TD. Voilà, et là pour l'instant, je vais essayer de voir un petit peu dans ce chapitre les différentes méthodes qui permettent d'aller rapidement au résultat sans forcément passer par la loi des mailles. On va commencer avec la loi des mailles, on va voir que ce n'est pas forcément la solution la plus simple. Alors, voilà. Alors, je ne vais pas traiter donc directement comme exemple, je vais prendre ce problème-là, il est un peu compliqué, on l'abordera plutôt en TD. On va prendre un bout de ce circuit-là. Voilà, un bout d'un circuit qui est constitué de 2 générateurs. Vous voyez, le circuit, je l'ai ici, 2 générateurs, E1, R1, E2, R2, donc 2 générateurs sous forme de générateurs de Thévenin, en parallèle avec une résistance ER. Et voilà, et ce qu'on cherche par toutes les méthodes qu'on va aborder dans le chapitre 5, c'est calculer la tension U aux bornes de la résistance ER. On connaît tout. On connaît E1, on connaît E2. E1 vaut 50 volts, E2 c'est 200 volts, R1 c'est 50 ohms, R2 c'est 100 ohms et R c'est 10 ohms. Voilà, avec ça, on veut calculer la tension U. Alors, première chose qu'on va faire, on va essayer de faire ça avec la méthode classique, loi des nœuds et loi des mailles. On va voir que déjà,
ça fait un petit calcul mathématique. Il y a des petits calculs qui ne sont pas très durs hein, ici, mais après avoir fait ces calculs, on se dit que voilà, si on rajoute 1 ou 2 générateurs supplémentaires, voilà, ça va bien faire grossir les équations. Voilà. Donc, première méthode, avec la loi des mailles, hein, voilà, je vais reprendre un petit peu ce que j'ai fait. Alors, vous avez 3 courants qu'on ne connaît pas. I1 issu du générateur E1R1, le courant I2 du générateur E2R2, et puis le courant I qui va traverser la résistance ER. Moi, je vous rappelle, ce que je cherche, c'est calculer dans toutes les applications que je vais faire avec les différents théorèmes, les différentes façons de procéder. C'est le calcul de U. Donc, on doit trouver, bien sûr, avec toutes les méthodes, on doit trouver la même valeur pour le connu. Donc, je prends comme équation avec les lois de Kirchhoff, loi des mailles et loi des nœuds, 2 mailles indépendantes, la bleue et la verte sont indépendantes. Ensuite, comme troisième équation, puisque j'ai 3 courants, c'est la loi des nœuds. I égale I1 plus I2. Alors, donc, la loi des mailles, hein, je peux vous le reprendre ici, vous le refaire, c'est peut-être plus simple. Alors, vous voyez, si je fais la loi des mailles avec le contour en bleu, E1, la tension borne de R1, et alors, E1 est en sens inverse de la tension borne de R1, c'est également en sens inverse par rapport à la tension borne de R. Donc, vous voyez, je peux, sur la maille bleue, je vais écrire, si je fais une loi des mailles, E1, voilà, on va écrire donc sur la maille en bleu que E1 moins R1I1 moins U égale 0. Pour la maille sur la maille en vert, vous voyez, c'est E2, la tension borne de R2 en sens inverse, donc moins R2I2. Et la tension borne de U est également en sens inverse du sens de parcours de la maille en vert, donc moins U égale à 0. Voilà, on a I qui est égal à I1 plus I2. On a U qui est égal à RI, donc on a I qui est égal à U sur R. Alors vous voyez la petite astuce ici, c'est juste pour vous parler de ça, là, pour aller un peu plus vite. La petite astuce, on écrit que I égale U sur R, comme c'est U qu'on cherche. Voilà, c'est pas forcément nécessaire de passer par les calculs de I1, I2 et I. Et ensuite, ça vaut I1 plus I2. Et le I1, vous voyez, on peut l'exprimer en fonction, avec ces deux équations-là, je peux l'exprimer en fonction de U. C'est-à-dire que là, je peux écrire que I1, c'est E1 moins U divisé par R1. Et ici, I2 égale E2 moins U divisé par R2. Voilà. Et donc, je remplace simplement I1 par E1 moins U sur R1, et ensuite I2 par E2 moins U sur R2. Voilà, et là je me retrouve, vous voyez, j'ai une équation où j'ai uniquement la variable U, c'est la variable qui m'intéresse. Donc ça évite d'avoir, c'est une petite astuce ici, qui vous évite de repasser par le calcul de I1, de I2, puis de I, puis de U. Alors, on pourrait faire ça, mais ce serait un peu plus long, donc là c'est pas nécessaire. Vous voyez, donc une fois qu'on a ça, ensuite on a U sur R égale E1 moins U sur R1 plus E2 moins U sur R2. Voilà. Et puis là, on simplifie un petit peu. On n'a pas le même dénominateur partout. On va simplifier. Pour ça, on peut multiplier par le plus petit commun multiple de R1 et R2. Le plus petit commun multiple, c'est du coup R1, R2. Si on fait ça, toute l'équation, on la multiplie par les demandes de l'équation par R1, R2. À gauche, j'ai R1, R2U. À droite, j'ai R2, E1 moins U. Et puis, voilà pour 2 moins U sur R2, j'ai du R1 facteur de E2 moins U. Voilà, je rassemble tout ce qui est en U, vous voyez, et donc ça me fait U facteur de R1, R2, plus R2, plus RR1,
égale à R, R2, E1 plus R, R1, E2. Voilà, et puis on trouve avec ça, bien sûr, on trouve ce qu'il y a ici. Voilà, là, voilà on fait le rapport et on trouve que U, après avoir fait l'application numérique, que U vaut 23,1. D'accord? Est-ce que c'est compris, hein? J'ai repris ce que j'ai fait dans le cadre. Vous voyez, donc là, la petite astuce hein, par laquelle je suis passé, qui simplifie quand même pas mal. Voilà, on a tout exprimé, les courants, on les a exprimés directement en fonction de U, de manière à avoir U directement. Sinon, vous êtes obligé de faire, voilà, il faut extraire d'abord I1 et I2. Et ensuite, il faut calculer I, puis l'injecter dans la loi d'Ohm, U égale RI, pour trouver la valeur de U. Ah, voilà, donc c'est ce qu'il y a de plus simple à faire ici. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je vous laisse un petit peu de temps pour noter. Voilà, donc voilà, je vous laisse regarder la méthode un petit peu. Voilà. Il y a des questions? Vous avez des questions? Là, je vous laisse noter. Donc, tout ça, bien sûr, vous le retrouverez. Là, ça, je suis en train de la filmer. Donc, vous retrouverez ça sur la chaîne YouTube. Vous pourrez revenir sur les schémas, les reprendre. Normalement, je vous conseille quand même les schémas de les faire, de ne pas juste vous contenter de les photographier. Voilà, refaites-les à la main. Ça vous servira ensuite pour les partiels. Hein, déjà, faire un truc un peu propre. Puis de refaire les schémas, ça permet aussi de réfléchir en même temps. Voilà. Voilà, est-ce que je passe à la suite? Est-ce que vous pouvez me dire si je passe à la suite? Si vous êtes prêts? Oui, c'est bon. C'est bon? D'accord. Voilà, donc ça c'est la méthode la plus classique avec loi des nœuds, loi des mailles, ça marche toujours, mais imaginez, vous voyez, si vous aviez eu un ou deux générateurs de plus, ben, ça vous aurait fait quelque chose d'extrêmement compliqué. Voilà, donc c'est assez rarement la meilleure solution de passer par les lois des mailles et loi des nœuds. Alors, vous voyez, une technique qui va marcher assez bien ici, c'est une technique de réduction sur les deux générateurs. Là, ce que vous pouvez voir, c'est que vous avez besoin finalement de calculer U au banc de R. Et vous voyez que le générateur 1, le générateur 2 et la résistance R, elles sont en dérivation. Et notamment, on se retrouve au bord de la résistance avec deux générateurs qui sont en dérivation. Donc, il va y avoir moyen ici de simplifier un petit peu plus, peut-être, d'abord ces deux générateurs, de les connecter à la résistance R avec des méthodes qu'on a déjà vues hein, dans le TD4 et le chapitre 4. Donc, c'est cette technique-là qu'on va voir ici. Comment est-ce qu'on peut réduire ces deux générateurs en dérivation hein. Donc, c'est la technique de réduction. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe en général, mais on peut le faire voilà, directement, si vous voulez, mais de manière à ne pas perdre la résistance R, la résistance au bord de laquelle on cherche la tension U. On désolidarise dans un premier temps la résistance R du reste du circuit et on va travailler sur la réduction des deux générateurs E1, R1 en parallèle avec E2, R2. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on aura réduit les deux générateurs, on replacera la résistance R, on calculera la tension U. Voilà. Alors, tout ça, je l'ai fait dans ce cadre. Alors, regardez, donc j'ai détaché entre A et B, on a détaché la résistance R. C'est ce qu'on a fait dans le cadre bleu qui porte le numéro 1. D'accord? Vous voyez, j'ai simplement enlevé la résistance R entre les points A et B. Et ensuite, je vais raisonner avec des circuits équivalents au circuit à gauche des points A et B. Donc, tout ce que je fais dans les cadres qui suivent, c'est un circuit équivalent. Donc, à la fin, quand j'aurai réduit, vous voyez bien que je vais pouvoir, comme j'ai raisonné sur le circuit équivalent, je vais pouvoir replacer la résistance entre A et B. La tension que je vais trouver, c'est la tension que j'aurais trouvée si j'avais raisonné avec le circuit complexe au départ. Du départ. Alors, voilà, donc je vais réduire ici entre les points A et B. Hein, donc mes points A et B, je les retrouve, bien sûr,
ici, ici. Voilà. Alors, donc vous voyez entre A et B, si j'enlève la résistance ER, je me retrouve avec deux générateurs de Thévenin qui sont en parallèle entre les points A et B. Qu'est-ce que je fais de deux générateurs en dérivation entre deux points? Comment je peux les réduire d'après ce qu'on a vu dans l'exercice 2, je crois, du TD4? Qu'est-ce qu'il faut faire quand ils sont en dérivation pour pouvoir les réduire? Si vous avez deux générateurs de tension qui sont en dérivation entre deux points, je veux les réduire, c'est-à-dire les ramener à un seul générateur. Qu'est-ce que je dois faire au préalable? Dites-moi. Alors on a vu, hein, je vous ai dit que c'est très important. Lorsqu'ils sont en série, si je veux les réduire, je les passe tous en générateur de Thévenin. Lorsqu'ils sont en parallèle entre deux points, si je veux les réduire, c'est-à-dire arriver à un seul générateur, c'est ça qu'on cherche à faire, hein, quand on a un certain nombre de générateurs en dérivation. Si je veux arriver à un seul générateur, je dois d'abord tous les passer en générateur de Norton. Vous voyez, c'est ce que j'ai fait dans la première étape du cadre 2, celui que j'ai entouré en vert. Vous voyez, j'ai remplacé le générateur E1R1 par son générateur de Norton équivalent. Vous voyez que j'ai remplacé la source, E1 c'est une source de tension, un cercle avec la barre verticale, par une source de courant. La source de courant, c'est un cercle avec une barre horizontale à l'intérieur. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai ce courant-là, c'est le courant IN1. C'est le courant de Norton. Donc le courant de Norton, c'est E1 sur R1. Parallèle avec R1. Le deuxième générateur, E2 série avec R2, je l'ai remplacé par un générateur IN2 égal à E2 sur R2 en parallèle avec R2. Voilà, je fais mon calcul. Si je fais E1 sur R1, je trouve 1 ampère. E2 sur R2, 2 ampères. Voilà, et là, je peux réduire, je peux simplifier. Je peux dire que le courant de court-circuit, quand deux générateurs sont en parallèle, c'est la somme des courants de court-circuit. Donc, c'est la somme des courants de Norton. C'est ce que je fais ici. Vous voyez, donc l'étape suivante, je calcule IP, le courant de Norton équivalent aux deux générateurs en parallèle. Donc, le IP, vous voyez, c'est IN1 plus IN2. C'est le courant de court-circuit. C'est la somme des courants de court-circuit de chacun des générateurs. Donc IP égale IN1 plus IN2. Et pour calculer la résistance équivalente, les deux résistances étant en dérivation, le RP vaut R1, R2 sur R1 plus R2. Donc je fais mes calculs. Donc RP, ça fait 33,3 ohms. Et IP, 1 plus 2 ampères, ça donne 3 ampères. Ce que je peux faire ensuite, c'est refaire une équivalence Norton-Thévenin. Vous voyez, quand je passe de là à là, je passe du Norton au Thévenin. Pour passer au Thévenin, je vous rappelle que j'ai E Thévenin égale Rn IN et j'ai R Thévenin qui est égal à Rn. D'accord? Donc entre A et B, je peux aussi remplacer mon générateur de Norton, le IN en parallèle avec le RP plutôt ici en parallèle avec IP. Je peux le remplacer par un générateur de tension ou générateur de Thévenin, de source de tension ETH, alors là je l'ai appelé ES, ES égale à RP-IP. Donc si je fais le produit RP-IP, je trouve 100 volts. Le RTH vaut Rn, donc RS égale RP égale 33,3. Voilà, donc là j'ai un générateur. Ce générateur-là, vous voyez le générateur que j'ai en bas à droite, il est parfaitement équivalent au générateur que j'ai en haut à gauche dans le carré bleu. Vous voyez, c'est exactement d'un point de vue électrique, entre A et B, ils vont faire exactement la même chose. Voilà, et là, vous voyez que c'est beaucoup plus simple, mais voilà, c'est nécessaire que je passe par les 4 étapes, hein, c'est-à-dire que je passe aux deux générateurs de Norton, puis au générateur de Norton équivalent, puis ensuite au générateur de Thévenin. Voilà. Une fois que j'ai ça, ben, je replace entre A et B, je replace la résistance ER, c'est ce que j'ai fait dans le cadre 3, vous voyez mes points A et B, je les ai ici. J'ai replacé la résistance ER et j'ai plus qu'à faire un pont diviseur de tension pour trouver la tension U. Donc là, j'ai fait un PDT. Voilà, U égale R sur R plus RS multiplié par ES.
Je fais le calcul et je trouve à nouveau 23,1, c'est-à-dire ce que j'avais trouvé précédemment avec la loi des mailles et la loi des nœuds. Voilà, donc on a, vous voyez, on retrouve le même résultat. Donc, a priori, c'est la bonne méthode, hein, c'est en tout cas des méthodes qui fonctionnent. Par contre, là, c'est plus simple. Vous voyez que même si j'avais eu, au lieu d'avoir que 2 générateurs en parallèle, j'en avais eu 3-4, ça n'aurait pas demandé beaucoup plus de travail. Alors que si j'avais eu 3-4 générateurs en parallèle avec les lois des mailles, lois des nœuds, ça aurait été beaucoup, beaucoup plus compliqué. Voilà, je vous laisse ça quelques instants. Je vous laisse analyser un petit peu ce que j'ai fait, noter éventuellement ou faire une copie d'écran. Voilà, et par contre, n'hésitez pas à me poser des questions, hein. J'attends quelques minutes que vous ayez terminé. Voilà. Voilà, et puis j'attends vos questions. Là, vous avez pas de questions? Est-ce qu'on peut passer à la suite? Dites-moi, je peux continuer? Oui. Ça va? Ouais, vous êtes sûr? N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Voilà. Alors, donc on passe à la suite. Alors, la suite, c'est une autre technique qu'on n'a pas vue encore, c'est la technique de superposition ou le principe théorème ou principe de superposition. C'est un principe qu'on peut appliquer dans tout système physique ou d'ingénierie à partir du moment où il est linéaire. Alors la linéarité, bon, vous commencez à voir un petit peu ce que c'est. Je vous ai parlé de circuits linéaires, on vous a parlé d'équations différentielles linéaires. Vous voyez, donc c'est du vocabulaire qu'on emploie très souvent. Le prof de maths, vous voyez, il va revenir quand il va faire les espaces vectoriels, il va vous parler d'applications linéaires. Donc, vous allez voir que c'est quelque chose qui est très important pour l'ingénieur ou pour le physicien. Les systèmes linéaires, ce sont des systèmes qui sont très simples à traiter. Alors, donc, dans un système qui est linéaire, on peut appliquer le théorème de superposition. Un exemple très simple d'application du théorème de superposition, vous voyez qu'un ressort, si vous ne le contraignez pas trop, il reste dans son domaine de linéarité. Vous voyez, tant que vous pouvez dire que la force de rappel élastique du ressort F indiciel égale moins Kx, on est dans le domaine de linéarité du ressort. K, c'est la constante de raideur du ressort, hein. Vous voyez, vous avez une relation linéaire entre l'élongation du ressort, X, et puis la force de rappel élastique. Alors, si vous suspendez sur un ressort, vous suspendez une masse, vous voyez que P, la force de rappel élastique, va être égale au poids P. Donc, vous allez avoir mg égale à moins kx, ou mg égale kx en valeur absolue, si vous voulez. Donc là, vous voyez que l'élongation est directement g, c'est la constante de pesanteur, hein, de 9,81 mètres secondes moins 2, k, c'est la raideur du ressort. Donc vous voyez que l'élongation x est directement proportionnelle à m. Donc du coup, vous voyez que si vous prenez un ressort, vous suspendez une masse de 5 kg, vous allez avoir une élongation x. Si vous prenez ce même ressort, vous suspendez une masse de 3 kg, vous allez avoir une élongation x1. Si sur ce ressort-là, vous suspendez une masse de 2 kg, vous allez avoir une élongation x2. Et bien sûr, vous allez pouvoir écrire que le x avec 5 kg est égal au x1 avec 3 kg plus l'élongation x2
lorsqu'on accroche une masse de 2 kg. C'est ça le principe de superposition. Finalement, ça signifie que quand vous avez un nombre de contraintes, un certain nombre de contraintes sur un système, dû à des forces extérieures, par exemple, la contrainte totale, ça va être la somme des contraintes de chacun des systèmes extérieurs, de chacune des forces, par exemple, extérieures au système. Voilà. Et alors, ça, bien sûr, on peut l'appliquer dans n'importe quel domaine des sciences de l'ingénieur ou en physique, et en particulier à l'électricité. En électricité, c'est assez pratique. Alors, qu'est-ce que ça va donner à l'électricité? La tension qu'on va récupérer sur une résistance, ça va être la somme des tensions produites par chacun des générateurs qui fonctionneraient seuls, produits sur cette résistance par chacun des générateurs qui fonctionneraient seuls. Donc, si j'ai 3 générateurs, si je veux la tension de 3 générateurs de circuit, si je veux la tension en borne d'une résistance ER, je vais calculer la tension que produit le générateur 1, E1 seul. Ensuite, la tension que produit le générateur E2 quand il fonctionne tout seul. La tension que produit le générateur 3 lorsqu'il fonctionne seul. Je vais additionner ces 3 tensions et j'obtiens comme ça la tension complète, si vous voulez, totale, aux bornes de la résistance ER lorsque tous les générateurs fonctionnent simultanément. C'est pareil pour le courant. Si je veux le courant dans une branche du circuit, je cherche le courant que produisent chacun des générateurs de cette branche lorsqu'ils fonctionnent seuls. J'additionne tous ces courants et j'ai le courant résultant. Voilà, c'est ça qu'on appelle le principe de superposition ou le théorème de superposition appliqué à l'électricité. Alors, donc Analec, si vous voulez avoir une méthode assez, qu'on va pouvoir répéter, la façon de procéder, ça va être la suivante, c'est-à-dire que vous allez redessiner un circuit, vous allez dessiner autant de circuits qu'il y a de générateurs dans le circuit, en faisant fonctionner qu'un seul à la fois. Donc ici, vous avez 2 générateurs, on va dessiner 2 circuits. Si on avait eu 3 générateurs, on aurait dessiné 3 circuits. Et dans chacun des circuits, on fait fonctionner qu'un seul générateur à la fois. Donc ici, j'ai 2 générateurs E1 et E2. Je vais faire un premier circuit avec simplement E1 qui fonctionne, un deuxième avec la tension E2 qui fonctionne seul. Je vais faire mes calculs donc, sur ces 2 circuits-là et à la fin, j'appliquerai le principe de superposition pour calculer la tension finale. Alors, la remarque importante, on a 2 types de générateurs. On n'a pas que des générateurs de tension, on a aussi des générateurs de courant. Alors, la remarque importante que j'ai encadrée ici, c'est que ça, c'est à connaître par cœur. Alors, lorsqu'on souhaite éteindre un générateur de tension, pour l'éteindre, c'est-à-dire pour le faire disparaître, puisqu'il faut les faire fonctionner un par un, donc pour éteindre le générateur de tension, on va remplacer le générateur par un fil. Un fil, c'est un court-circuit. D'accord? Et lorsque, cette fois-ci, on veut éteindre un générateur de courant, voilà, on le remplace par un circuit ouvert. Un circuit ouvert, on l'efface si vous voulez, on l'efface, donc on le remplace par un circuit ouvert. Voilà, vous le remplacez par un circuit ouvert ou une résistance infinie. CO, circuit ouvert, CC, c'est le court-circuit, c'est aussi le fil. Voilà, alors c'est ce qu'on a fait ici. Et je vous rappelle qu'ici, j'avais, sur ce circuit-là, j'avais ça. Ici, on avait ça. Donc là, j'ai E2. Je veux faire fonctionner le premier circuit, vous voyez, je veux faire fonctionner un seul. Donc là, en fait, on dit qu'on active ici, moi j'appelle ça souvent l'état 1. J'appelle ça l'état 1. Et ici, j'active E1, j'ai la tension E1 qui est active, j'ai la tension E2 qui est éteinte.
Voilà, alors. Voilà, et on a donc éteint la source E2. Alors pour l'éteindre, vous voyez, on enlève, vous enlevez le cercle, il vous reste un fil à l'intérieur, donc les symboles sont assez parlants, parce que si on enlève le cercle, il reste un fil. Si on enlève le cercle de la source de tension, comme le fil est perpendiculaire, vous voyez on voit qu'il reste un circuit ouvert. Donc voilà, je fais ça, donc je vais remplacer E2 par un fil ici. Donc là, j'ai l'état 2, de l'autre côté, c'est l'état 2. L'état 2, c'est l'inverse. Vous avez la source E2 qui est active, cette fois-ci, et la source E1 qui est éteinte. Voilà. Donc là, pour l'éteindre, on enlève le cercle, ici, et on remplace donc tout ça. Là, vous avez un fil à la place de E2. Voilà. Et puis, je calcule U1 dans l'état 1. Voilà, je calcule U1 dans l'état 1, puis U2 dans l'état 2, et j'aurai plus qu'à sommer ces deux tensions. Donc là, vous voyez, j'ai fait avec un pont diviseur. Pour faire avec un pont diviseur, j'ai rassemblé ces deux résistances pour avoir des résistances en série. J'ai pris ça et ça. Là. Donc là, j'ai calculé une résistance R équivalent. Le REC, c'est R2R sur R plus R2. Vous voyez qu'avec la résistance REC entre ces deux points-là, on a finalement deux résistances qui sont en série, la résistance REC et la résistance R1. Je peux faire un pont diviseur, c'est-à-dire que je peux écrire, là c'est un PDT, je peux écrire que U1 en CREC sur REC plus R1 multiplié par E1. Voilà, si je fais le calcul, alors le REC c'est voilà, R2R sur R2 plus R. Là, je fais le calcul, je trouve 7,7. Et de l'autre côté, alors de l'autre côté, c'est à peu près pareil, c'est à peu près le même circuit. Voilà, donc là, de l'autre côté, j'ai remplacé E2 par un fil. Hein, j'ai fait pareil. Donc là, j'ai remplacé E1 par un fil plutôt. J'ai la source 2 qui est active et donc la source E1 qui est éteinte. Et vous voyez qu'on se retrouve avec la même structure. C'est-à-dire que ici, j'ai R1 qui est en parallèle avec R. Ça, vous voyez, c'est exactement pareil hein, pour ce circuit-là. Si ça vous gêne un petit peu de voir les résistances R1 qui sont de part et d'autre du circuit, vous pouvez tout à fait remettre ce circuit-là sous la forme suivante. Vous voyez, vous mettez la tension 1, vous mettez la résistance. Ça, on peut voilà, faire ça. Vous pouvez faire ça, et puis ensuite placer les deux résistances. Vous pouvez. Voilà, puis vous placez vos deux résistances de ce côté-là, si vous préférez. Hein, ça ne va absolument rien changer. Voilà, on peut tout à fait faire ça. Donc là, ici, on a E2. Ici, la résistance R2, la résistance R1, et puis la résistance R. Vous voyez, et là, la tension U2 à calculer. Hein. Vous voyez, j'ai simplement fait passer la résistance R1 de l'autre côté.
de manière à retrouver une résistance équivalente. C'est-à-dire ici, là j'ai un Rec prime, si vous voulez, qui vaut R1 R sur R1 plus R. Voilà. Et je fais un PDT à nouveau. C'est-à-dire que là, je vais faire un PDT et écrire que la tension U2, c'est le Rec prime sur R2 plus Rec prime. Voilà. Et multiplié par E2. Voilà. Et puis vous remplacez Rec prime par R1 sur R1 plus R. Vous faites le calcul et vous trouvez 15,4 volts. Voilà. Et là, on a le droit d'écrire parce qu'on peut appliquer le théorème de superposition. Donc là, si on voulait être rigoureux, il faudrait marquer pour terminer que ça, on le fait en vertu du principe de superposition. Donc là, vous mettez d'après le principe de superposition. D'après le principe de superposition, on peut écrire U égale U1 plus U2 et on retrouve le 23,1 qu'on avait trouvé avec les deux autres méthodes. Voilà. Voilà, donc je vous laisse tout ça à l'écran. Donc j'ai terminé le que je souhaitais faire. Voilà, donc voilà, dites-moi si vous avez s'il y a des questions, hein, je peux vous laisser ça un petit peu à l'écran, le temps que vous voilà, que vous notiez tout. Voilà, il reste quelques minutes, donc n'hésitez pas à poser des questions.